À la maison, j'ai commencé à me battre avec mon beau-père. Il y a des altercations qui se multiplient. Et chaque fois que j'ai frappé quelqu'un, je voyais le visage de mon beau-père. La plus grande période d'autodestruction. C'était la violence en permanence. Je suis né au Cameroun en 1992 d'un père et d'une mère de deux ethnies différentes. C'est-à-dire que mon père est Bamileke et ma mère est Wondo, elle est Betty. Et ces deux ethnies, ces deux groupes ethniques qui ne se supportent pas, j'ai été confronté très vite au rejet parce que déjà, pas issu d'un mariage. Et en plus de ça, j'étais d'une ethnie qui n'est pas très considérée par les gens du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'était autre chose. C'était non seulement il y avait un peu de tribalisme, mais il y avait aussi surtout cette autre problématique qui s'appelle le colorisme. Dans le sens où plus on est clair de peau, mieux on est accepté. On me renvoyait souvent à ma noirceur. On ressentait tout de suite la pression, la haine, la colère qui se déversait sur nous, mais on ne comprenait pas. Quand on est enfant, on ne comprend pas ces choses-là. Parce que je me suis souvent posé des questions. Qu'est-ce qui pousse des adultes à s'en prendre autant à un enfant, à des enfants du coup, parce que j'ai été avec mon petit frère. Donc souvent on était enfermés, mon père laissait de quoi faire des courses pour le petit-déj. En fait, il était toujours pris par son travail, du coup il nous confiait à ses sœurs. Donc tous les matins il partait, il laissait une certaine somme d'argent et c'était détourné, on voyait rien, on n'avait rien. On était battus. Les coups de ceinture, les coups de fouet, le fait d'être affamé. Je me souviens que mon petit frère et moi on dormait chez cette tante. C'était une chambre assez obscure, il n'y avait pas de lumière. Et notre chambre était assez lugubre, dans le noir, sur un matelas, sans drap. Et mon petit frère et moi, nous étions là. Il lui arrivait d'uriner, il faisait pipi dans ce lit. Donc en fait, on était là, on était vraiment comme des petites bêtes. Mais quand j'en parle, en fait, j'en parle avec beaucoup de détachement. Parce que j'ai l'impression que pour moi, c'était pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était dans ces moments-là, quand mon père venait et qu'on entendait sa voix dans le salon. Et qu'on savait qu'on ne pouvait pas sortir de la chambre, on ne pouvait pas faire de bruit. Pour moi, ça, c'était le plus dur, parce que je me disais, mon père, c'était un super-héros, et que dans tous les cas, il devait venir nous sauver. Mais quand on entend la voix de ce super-héros dans le salon, qu'il n'ose même pas demander à sa sœur comment on va, et j'essaie de l'expliquer par l'emprise qu'elle avait sur lui. Donc un jour, ma mère débarque. Moi, je suis dans la chambre, dans notre chambre obscure avec les rats. Et j'entends une dame qui crie au loin, dehors. Et elle a vu mon petit frère. Elle criait parce qu'on était tous les deux maigres. On avait perdu beaucoup de poids. On portait des espèces de slips, de caleçons. On avait tellement perdu de poids que le caleçon était trop large. Donc mon petit frère, il le tenait à sa hanche. Et du coup, elle a crié, elle a dit pourquoi mes enfants sont dans cet état et tout. Voilà, c'est comme ça qu'elle nous a emmenés. De son côté, on a été scolarisés à Yaoundé, du coup, dans la ville où ma mère a grandi. Ma mère, un jour, entre-temps, elle était allée en France. Donc un jour, elle vient au Cameroun pour nous faire venir avec ma grande sœur, parce qu'on était trois, du coup, de ses enfants. Elle n'y arrive pas. Et du coup, elle doit retourner toute seule en France. Et moi, je reste avec mon petit frère chez ma grand-mère. On n'est pas scolarisé et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ma mère, elle n'avait pas laissé de quoi nous inscrire dans une école parce que c'était une période comme septembre. Et là, j'ai un de mes oncles qui vient, qui demande à ce qu'on nous inscrive dans l'école à côté. Que pour lui, c'était scandaleux, complètement scandaleux qu'on n'aille pas à l'école. Il disait, mais comment ça, les enfants, ils s'en est un peu pris à ma grand-mère, à sa mère, du coup, en disant, mais il faut les mettre à l'école. Et mon oncle, ça, ce geste qu'il a eu, pour moi, c'est un geste que je ne peux pas oublier. C'est le seul qui a eu un geste d'oncle. De fil en aiguille, du coup, je sors du cursus francophone pour aller dans l'école anglophone, parce que le Cameroun, c'est bilingue. Donc voilà, avec mon petit frère toujours, dans nos cascades, dans nos péripéties. Ma mère finit par nous faire arriver en France, grâce notamment à son union avec celui qui va devenir notre beau-père, qui va nous donner la nationalité française. C'est comme ça qu'on arrive en France l'été 2003. Je suis arrivé en France, j'avais 11 ans, mon petit frère 9 et ma grande sœur 13, il me semble, 13 ou 14. C'est un nouveau monde. C'est le changement total et on se dit qu'enfin notre vie va être meilleure. Je me souviens même que quand on est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mon petit frère il marchait devant, il était excité, ma soeur et moi on n'arrêtait pas de se donner des coups de coude en disant regarde-le, comment il était pressé, on voulait vraiment changer de monde quoi. Seulement ça a été un autre enfer, un nouvel enfer. Quand on arrive en France, tout est parfait dans les premiers temps. Je découvre un nouveau monde, je découvre le McDo et tous ces trucs que j'avais pas forcément. Enfin, toutes ces choses qui nous faisaient rêver parce que, voilà, au Cameroun, on nous vendait un peu ça comme le petit Eldorado. Tout est magnifique.
Je découvre les magnums et tout ça, les magnums, les Solero, les glaces, les thés, tout ça, les batailles d'eau. Ce qui change en positif, c'est que on pouvait aller dans le frigo et voir ce qu'il y avait. Avant, je voyais les pizzas, pour moi, c'était dans Tortue Ninja. Et là, pour moi, j'ai ça dans mon frigo. C'était dans mon congèle et tout, c'était magnifique. Et là, mon beau-père commence à changer un peu avec le temps. Au début, il est très gentil, très serviable. Il m'inscrit au foot. Il nous fait des récompenses quand on travaille bien à l'école. Et avec le temps, montrer son côté sombre, qui était lié à son alcoolisme. Donc il y avait des soirs où il rentrait, il avait les yeux qui brillaient. Et je pense qu'il devait se passer des choses entre ma mère et lui qu'ils n'abordaient pas. Mais il commençait à devenir très violent. Progressivement, mon beau-père a commencé à changer et voilà, ça a commencé à dire des propos genre ils sont où les... Pourquoi les ne sont pas en train de dormir? Il y a eu des moments où ils s'en prenaient à ma mère. On réagissait pas, on était trop jeunes, on était trop petits. Il a commencé à installer un peu un climat de terreur dans la maison, dans le sens où on voulait plus rentrer. Moi, je voulais plus rentrer à la maison en sortant des cours. Ou alors, quand on rentrait à la maison, on appréhendait sa venue à lui, quand il revenait du boulot. C'était des insultes, des coups. Je suis pas en train de vouloir dépeindre une image de lui en tant que monstre, dans le sens où il avait tous les torts. Je pense que son gros problème, son gros mal, c'était l'alcool. C'est là que l'esprit de défense m'est venu vis-à-vis de tout ça. À la maison, j'ai commencé à me battre avec mon beau-père. Il y avait des coups que j'arrivais à rendre, même si ils n'avaient pas le même impact que les siens. C'est assez bizarre ce que je vais dire, mais ça me mettait dans un... J'avais l'impression d'être présent, plus spectateur, et j'avais l'impression que ma présence était qu'on me voyait. Parce qu'avant, il ne prenait pas garde, mon beau-père, au fait qu'on soit là, quand il faisait ces trucs. Mais quand j'ai commencé à agir, c'est comme si je sortais de l'anonymat quelque part. C'est fort pour moi de commencer à intervenir vis-à-vis de mon beau-père et de sortir de l'anonymat parce que je deviens visible. En fait, c'est comme si avant on n'était pas là, c'est comme si avant il ne nous voyait pas. Et je deviens visible non seulement pour lui, et même pour ma mère, ma soeur, mon frère. Je me manifeste en fait. J'existe parce que je me bats avec lui. Et du coup, je développe un sentiment d'autodestruction. Parce que à la fois, je me bats avec mon beau-père, et dehors aussi, il y a des choses, il y a des altercations qui se multiplient. Au même moment où j'ai commencé à défendre ma mère, j'ai commencé aussi à me défendre au collège. Pas à me défendre parce que j'étais pas attaqué, j'ai commencé à faire partie de ceux qui attaquaient, ceux qui provoquaient. Je m'en prenais aux professeurs. Pourtant, c'était pas ça mon éducation. Mon éducation, c'était de respecter les profs, de bien travailler à l'école, mais je me suis mis dans une position où j'étais plus sur l'offensive plutôt que sur la défensive. Le point de rupture de toute cette vie. En fait, c'est pas vraiment le point de rupture, mais on va dire que c'est un point marquant et déterminant à la vie qui m'habitait. Un jour, avec ma bande de potes, on a décidé d'aller racketter des gens. Ce jour-là, j'ai été particulièrement violent. Pourtant, j'étais le plus jeune de la bande. On amassait les téléphones et les portefeuilles. Il y a eu des coups, il y a eu beaucoup de coups. Chaque fois que j'ai frappé quelqu'un, je voyais le visage de mon beau-père. Ça m'était déjà arrivé plusieurs fois de faire ça. Comme je dis, on a fait pas mal de conneries, c'était pas la première fois. C'est ma plus grande période d'autodestruction. C'était la vie en permanence. Et plus il y avait la possibilité que la vie soit plus grande, c'est-à-dire que la personne a une arme, plus ça réveillait un instinct de en moi. Suite à ça, on a été arrêtés, on a été interrogés avec des méthodes d'ailleurs assez... L'inspecteur, il a usé des méthodes assez... Il savait qu'on était jeunes. Celui qui était majeur est allé tout de suite en prison parce qu'il y en avait un qui était majeur. Il venait à peine d'être majeur. C'était pas quelque chose dont j'étais fier. Pendant tous ces passages-là, je suis pas moi-même. Tout ce que je vois semble déformé en fait. Ma réalité est déformée. Suite à ça, je suis tombé nez à nez avec un juge pour enfants. Elle me disait monsieur, je vois sur votre dossier que vous venez d'avoir votre brevet. C'est assez paradoxal. Je ne sais pas quoi faire de vous parce que là, quand je vois vos actes, clairement, vous êtes une menace pour la société, monsieur. Et qu'est-ce que je vais faire de vous? Parce que si vous étiez majeur, la question ne se poserait pas. Vous irez en prison, monsieur. Et là, je regarde ma mère qui est dépitée. Donc, ouais, quand je me retrouve devant le juge, Madame Romani d'ailleurs, je n'oublie pas son nom, je la recherche parce que je trouve qu'elle m'a donné quelque part une chance. Parce que quand elle m'a proposé de lui donner une réponse de ce qu'elle pouvait bien faire de moi, j'ai dit je sais pas madame, qu'est-ce qu'il y a comme option? Et la dame m'a dit je peux vous proposer soit les familles d'accueil, soit un placement au foyer.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvé placé en foyer, parce que je me disais, j'avais déjà connu trop de familles. Je voulais pas vivre l'inconnu commençait à me faire peur. De là, je me retrouve placé en foyer. Et souvent, on pense qu'en plaçant des jeunes dans les foyers, on leur fait du bien parce qu'on les coupe un peu de l'environnement qu'on estime être pas adapté pour eux, ou qu'eux ne sont pas adaptés à ces endroits-là. Mais dans le foyer, je découvre des profils comme moi, que des gens qui ont cette fragilité, cette facilité à exploser, quoi. En fait, on se retrouve tous dans nos chaos. En fait, on a tous des parcours qui sont à peu près similaires, que ce soit dans la délinquance, que ce soit avec des parcours de famille assez chaotiques, quoi. Donc, je me retrouve au milieu de tout ça et il faut se faire une place. Pareil, en fait, ça recommence encore. Ça recommence encore comme quand je suis arrivé dans la cité. Il y a des bons côtés, forcément, il y a de l'entraide, il y a une espèce de solidarité. Mais on est souvent testé, on veut voir de quoi on est fait. Tu te laisses faire au début, tu es dans la parce que ça va être comme ça tout le temps. Donc soit tu t'imposes parmi les plus forts, soit tu deviens une victime. Mais alors qu'on était déjà quelque part tous des victimes. De se retrouver là-bas, on était tous victimes de nos parcours et de défaillances familiales. Parce que ce que je dis souvent, c'est que quand on a des parents et qu'on se retrouve placés en foyer, c'est qu'il y a des défaillances des parents, qu'on le veuille ou pas. Souvent les parents se dédouanent en disant « ouais, mais c'est de votre faute, c'est les enfants et tout ça », mais les parents jouent un rôle majeur. Soit ils sont pas capables, soit ils sont absents. Je pense que la première période qui était avant le placement au foyer, c'était un peu les prémices. Et dans le placement au foyer, tu rentres dans une vie plus organisée, plus structurée, parce qu'on est déjà piqué par le virus en fait de la vie. Et dans l'art de la dissuasion, l'art de faire mal, l'art de survivre, de faire mal en premier, tout ça. Avec ceux qui étaient au foyer, j'avais l'impression qu'on faisait tous partie d'un groupe de personnes qui n'avaient pas été favorisées par la vie et qu'on devait s'en prendre au monde entier, que ce soit dans l'illicite. On se vendait rien entre nous, on vendait toujours à l'extérieur. Toutes sortes de choses d'ailleurs. On savait que c'était mal, mais on ne se le refilait pas entre nous, ce genre de choses. Donc tu rentres dans une espèce de organisé. Tu dois apprendre à mieux te cacher parce que tu dois échapper à la vigilance d'éducateurs qui ne sont pas des policiers. Donc ça fait que j'étais encore dans une espèce de truc de caméléon parce que il fallait que je montre un visage au foyer où j'étais très calme, j'étais devenu je m'étais assagi, mais j'avais déjà le virus, j'étais déjà complètement transformé. Je me suis débarrassé de ce virus en allant voir un docteur, un psychothérapeute qui s'appelle le docteur Pierre Duterte, qui a fait un travail monstre vis-à-vis de moi. Je l'appelle le monsieur qui répare les esprits. De mon travail avec lui, je retiens que la parole libère. Je retiens que c'est important de s'accrocher à ce qu'on est, ou alors de devenir ce qu'on est. Et lui, il a compris ça. Il a compris que mon problème, en fait, c'était le manque de repères, le manque de figure paternelle. Il a compris que ma problématique, c'était vraiment la place du père. J'avais besoin d'amour, tout simplement. Pierre Duterte m'a beaucoup apaisé. Il m'a appris à regarder dans le miroir, à voir qui je suis et à être tranquille avec ça. Aujourd'hui, je vois un homme passionné, un écrivain. Je vois un homme qui a ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Je vois un homme qui est capable de donner beaucoup de force aux gens, de par mon parcours, de par ma résilience. Et je crois que j'ai appris à m'aimer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui manquait quand j'étais petit. J'avais besoin de l'amour des autres pour m'aimer. Et aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, ouais. Le livre que j'ai écrit, ça a aussi participé à cette thérapie. C'est une espèce de double thérapie entre lui et moi. Ce témoignage que j'ai rendu à mon père dans ce livre.